Aujourd'hui, on va parler de Adyen qui a fait une montée fulgurante puisque depuis 2019, janvier 2019 jusqu'à son plus haut, elle a pris 500% et coté à environ 2800 euros et qu'on a eu une super chute jusqu'à 600 et quelques, 640 et qu'on est remonté à 1400. La question est-ce que le marché avait raison quand il descendait parce qu'on était en bulle spéculative et qu'on y est toujours et qu'on va repartir à la cave, ou est-ce que cette valorisation-là était peut-être un peu exagérée, mais que Adyen a vraiment de l'avenir devant elle? Alors aujourd'hui, on ne va pas prendre comme habituellement les ratios de TradingView tout simplement parce qu'ils se sont loupés. Au niveau des net revenus, ils sont complètement dans les choux, ils prennent le volume de transactions, ce qui n'est pas bon, et on ne sait pas pourquoi cette année ils ont pris vraiment le chiffre d'affaires, ce qui fait qu'en fait on passe de volume de transactions à 8 milliards et quelques à finalement 1600, et on pourrait penser qu'il y a une chute phénoménale du chiffre d'affaires alors que pas du tout. Et on a la même chose, alors on a du bon sur les revenus nets, par contre sur les free cash flow, on est complètement dans les choux également. On a un coût moins 130, un coût 749, 738. Donc on va passer sur un autre site, un site que vous utilisez sûrement, que vous connaissez, qui est une référence. Et c'est très bien parce que pour ceux qui n'ont pas TradingView, ça pourra montrer qu'on peut également faire, alors on peut faire un petit peu moins de choses, mais on peut également faire avec ce site-là qui est gratuit. Alors si vous investissez en bourse depuis longtemps ou même si vous avez commencé il y a quelques semaines, il y a peu de chances que vous soyez passé à côté de Zone Bourse, qui est un très bon site de bourse et qui donne vraiment pas mal d'informations. Donc je suis allé dans Finance tout simplement et on voit les différents ratios. Alors on a ici, on va commencer par la capitalisation qui monte, forcément. On a un PER qui est toujours exorbitant. On voit bien 100, 109, 224, 151. On commence à avoir un PER non pas acceptable, mais plus bas qu'à l'habitude. 70, 72 et 55, ce qui reste un des plus bas, mais toujours très haut. Si on passe maintenant sur le free cash flow yield, alors le free cash flow, contrairement au bénéfice net, c'est l'argent qui est réellement dans les caisses et on voit bien que c'est extrêmement faible, c'est-à-dire que si vous achetez cette action, en 2019 vous aviez 1,29% de rendement, 0,67, 2,64, 1,61, on pourrait donc se dire, mon Dieu mais cette action ne rapporte pas. Oui, tout à fait, parce que ce n'est pas du tout une action qui reverse beaucoup d'argent ou qui a un fort rendement. Pour l'instant, elle est encore dans le stade de croissance. Si on regarde au niveau du nombre de titres, on voit que le nombre de titres bouge, mais très légèrement. On voit qu'on est à 29 554, alors en milliers, donc ça fait 29 millions, mais globalement ici, 29 554, 896, 30,301 et 30,943. Donc on a une légère dilution. Encore une fois, c'est un bémol, mais c'est relativement léger et souvent dans les sociétés en croissance, c'est un des moyens d'avoir de l'argent et donc forcément, il y a un prix à payer. Si derrière on a une forte croissance et que la dilution se fait pas trop ressentir, ça ira. J'aimerais qu'à long terme, la société rachète ses propres actions, mais pour l'instant, c'est acceptable. On est dans la phase de croissance, pourquoi pas, et tant que ça reste relativement mesuré et petit. Si on descend un petit peu, on voit ici évolution du compte de résultat. On va le voir là. Chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, alors on va se mettre un petit peu vers la gauche. Le chiffre d'affaires est passé de 684 à 1000, 1300, 1626. Donc ça a été donné cette année puisque sur le site d'Adyen, ils ont donné pour l'année. Alors il n'y a pas le rapport encore, mais les chiffres grosso modo sont tombés. Donc même s'il y aura peut-être une revalorisation légère, une petite actualisation parce que des fois on compte double ou on omet quelque chose, mais globalement on va pas passer de 1600 à 1004, on va passer de 1626 à peut-être 1620, mais globalement on voit bien quand même qu'il y a une grosse croissance et on estime une croissance pour 2000 et 2500 pour 2025. Évidemment, ça reste spéculatif, mais quand on voit la croissance passer, ça ne paraît pas non plus insurmontable. Si on regarde au niveau de l'EBITDA maintenant, l'EBITDA est toujours en croissance également, ce qui est très bien. 402, 630, 728, 743 et on espère pour les années qui arrivent 940 et 1274. Encore une fois, une forte croissance, c'est pas mal du tout. Si on passe maintenant au niveau du résultat net, évidemment ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus, le free cash flow est très bien, mais dans une société en croissance, le résultat net est très bien également. On voit 261, 469, 564 et 632 pour cette année et 839, 1079. Donc on est vraiment aussi sur une très forte croissance, c'est pas mal du tout. La marge nette maintenant, la marge nette est très très grande. Une société dans la tech et dans les finances, forcément, il y a des fortes marges. Et là, ça se confirme, 41%, 38, 46, 42 et on attend du 40 et du 41. Bref, on comprend bien que même s'il y a des petits aléas, on est aux alentours de 40% pour une marge nette, ce qui est très très bien.
On arrive maintenant au free cash flow. Le free cash flow, alors c'est différent, c'est l'argent qui reste réellement dans les caisses. Si on arrive là, on voit qu'on est à 168 pour 131, 259, 371, 1700. Alors là, c'était une année exceptionnelle. Et on voit bien qu'on redescend ici, 607. Alors, à savoir, il faut évidemment là aller lire les rapports financiers, écouter Conference Call, on a eu un énorme gain ici. Est-ce qu'on a vendu quelque chose? Est-ce qu'on a fait des bénéfices records, enfin des bénéfices, des free cash flow records? Et pourquoi ça redescend ici cette année-là et ensuite cette année actuelle? Peut-être qu'on a acheté des concurrents, peut-être qu'on a acheté des brevets, des nouvelles technologies, bref, peut-être qu'on a de la croissance, qu'on dépense beaucoup d'argent pour grossir, des nouveaux serveurs, peu importe, et que finalement, le free cash flow entre là et là, ce n'est plus le même, puisque si on dépense beaucoup, forcément, on a moins d'argent qui rentre dans les caisses. Donc évidemment, si on regarde juste brut comme ça, on voit 371 700, on se dit c'est énormissime, la croissance est phénoménale, l'année prochaine on monte à 4 000, puis 10 000, puis 25 000, vu la croissance d'une année à l'autre, mais il faut aller lire les rapports financiers pour comprendre pourquoi ici, puisqu'on voit bien qu'on n'est pas sur la même tendance qu'avant, c'était une forte progression, mais pas aussi forte que là, et surtout pour comprendre aussi pourquoi ici c'était le pic et qu'on redescend à peine plus haut, enfin plus haut que là, mais beaucoup moins que l'année 2021. Et encore une fois, il faut aller lire les rapports financiers, écouter les conference calls pour avoir l'explication. Si l'explication vous convient, alors vous penserez que la société est un très bon investissement. Et si jamais vous n'adhérez pas à ce que présente le management, peut-être pour une vente, un rachat, peu importe, si vous n'aimez pas la réponse, eh bien vous direz non, la société fait n'importe quoi avec son argent. Certes, elle gagne beaucoup d'argent, mais elle le dépense n'importe comment, ou elle va dans la mauvaise direction, elle prendra un mur, un de ces quatre, et je ne veux pas être dans le bateau au moment où ça coulera. Donc on le voit aujourd'hui, comme d'habitude, les aspects mathématiques et les ratios sont là pour dégrossir notre recherche, notre filtre des milliers d'entreprises, des centaines de milliers d'entreprises qui existent dans le monde, mais il ne nous permet absolument pas de dire si une société est un bon investissement ou non. Pour ça, il faut aller creuser, il faut aller plus loin, et donc, encore une fois, aller lire les rapports financiers. Quand on voit la marge du free cash flow, elle est énormissime également. Si on remonte un petit peu, on voit qu'on a toujours été aux alentours de 50%. Alors, une année exceptionnelle, la même année qu'ici, donc à voir pourquoi. Et une autre année, là où on revient aux alentours des 50, allez, 40%, 45% et 37. Cette année diminue et les années prochaines reviennent à 40. Même si on diminue, effectivement, on peut se dire, mon Dieu, on perd 8%. Oui, mais dans une société de croissance, des fois, le free cash flow peut justement fondre puisqu'on réinvestit énormément. Donc, il ne faut pas trop s'attacher au rendement, à la marge du free cash flow, puisque comme le free cash flow lui-même peut bouger, on peut arriver à changer complètement le ratio. Ça ne veut pas dire qu'on est en perte de vitesse ou en perte de marge, ça veut juste dire qu'on réinvestit énormément. Donc, la marge du free cash flow sur une société en croissance, ce n'est pas prioritaire. Si on descend maintenant au niveau de la situation bilancielle, on n'a pas de dette, ce qui est excellent. On a de la trésorerie qui monte, 1232, 1600, 2007, 4004 et on a ici 2200, 2000. Donc il faut voir, on a cramé beaucoup d'argent, à savoir est-ce que ça valait le coup, est-ce que c'était un investissement, est-ce que c'est la même année que les free cash flow, si oui, pourquoi? On voit qu'il y a eu une énorme dépense, est-ce que c'est pour rattraper une bourde, est-ce que c'est pour acheter un concurrent, est-ce que c'est pour autre chose? Il faut aller lire les rapports financiers, mais on voit que ça repart ici en 2023, 4 milliards 5 et on passe après à 5 milliards, presque 6 et à 7 milliards 2, donc apparemment ça devrait rouler les prochaines années. Évidemment ce sont toujours des projections, mais globalement ça devrait rouler, on n'est pas sur un plateau, on voit qu'on grandit. Si on se met au niveau du ROE, rendement net sur les capitaux propres, enfin le revenu net, on a, alors qui est un peu différent du ROCE, du ROIC, pour voir un peu les différences, il faut aller creuser un petit peu, vous pouvez aller sur internet en tapant différence entre ROIC, ROE et ROCE. Globalement, certains prennent l'endettement, d'autres pas, d'autres prennent juste les revenus nets, d'autres prennent les capitaux engagés. Bref, c'est un rendement sur ce que la société peut se permettre et combien elle arrive à en retirer. Si on devait faire une synthèse pour les trois, globalement. À vous de voir lequel vous préférez, lequel vous parle le plus, lequel met en évidence. Certains n'aiment pas un de ces indicateurs puisqu'il prend en compte l'endettement et les gens veulent prendre sans l'endettement. D'autres font partie de l'équipe qui dit que oui, l'endettement fait partie de la vie de la société et que si elle s'endette pour réussir à acheter des concurrents ou à grandir plus vite, eh bien l'endettement n'est pas une mauvaise chose. Donc vous avez deux équipes, vous avez ceux qui disent que l'endettement est une bonne chose et elle permet la croissance, d'autres disent que l'endettement c'est malsain puisqu'on a une dette auprès de quelqu'un et ils préfèrent voir sur la croissance par rapport à ce que le net de ce que la société possède. Bref, à vous de vous faire votre propre avis, il n'empêche que c'est un ratio de rendement. Donc on voit ici 27, 28, 24, 31, on est sur des bons ratios
ratio et on arrive à être relativement stable dans le temps, même si on a une légère décroissance ici. À voir pourquoi. Peut-être encore une fois le fait que la société ait changé de stratégie ou veulent s'agrandir et du coup souvent on sacrifie un peu le rendement immédiat pour une croissance toujours plus véloce. Et si on descend ici, on a le cash flow par action, alors 12, 17, 33, 60, 65 et ici 25. Ah, allez voir pourquoi. Et re-30. Si on se met sur 65, c'est génialissime. On se dit 65, ça grandit à une vitesse folle. Oui, mais quand on voit le prix de l'action, on a 1473 €. Effectivement, on se dit, ouch, le PER est énormissime. Oui, il est énormissime, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, 70, 72, 55, 42. Mais la question est de voir, est-ce que, comme d'habitude, le PER vaut le coup ou pas? Un PER élevé, tout seul, ça ne veut rien dire. Vous pouvez y avoir un PER élevé sur Apple dans les années 2000. Aujourd'hui, celui qui a acheté du Apple dans les années 2000 est très content d'avoir surpayé à l'époque, tout simplement parce qu'il avait compris que la société continuerait de croître et continuerait de croître rapidement et que dans quelques années, voire quelques décennies, ce serait une formidable entreprise qui dégagerait beaucoup de revenus. Cette personne ne s'est pas trompée. Évidemment, quand il y a un PER élevé, ça veut juste dire que le risque est un peu plus grand puisque quand vous avez un PER de 80, si vous vous gourrez sur la croissance, forcément, il y a de fortes chances que le PER redescende et que votre argent fonde. Maintenant, si jamais le PER est par exemple de 8, et si ils font, vous pouvez également perdre de l'argent. C'est juste que vous en perdez un peu moins ou un peu moins vite, puisque quand le PER passera à 5 ou 4 ou 3, il y aura toujours des investisseurs pour se dire que c'est un dossier qui est absolument pas cher, un PER de 3. Il y a plein de gens qui ne vérifieront pas que peut-être que le chiffre d'affaires est en baisse, peut-être que l'EBITDA est en décroissance, peu importe. Et il y a plein de gens qui partiront juste sur le PER et diront un PER de 4, c'est pas cher, donc j'achète. Donc quand vous avez un PER relativement bas, en général ça vous sécurise. Attention, il y a toujours des contre-exemples, mais globalement dans une majorité, un PER bas fait que vous avez un peu moins de risque de chute, mais de l'autre côté, un PER bas, si le marché voit un PER bas, il y a peut-être une raison. On sait que le marché n'est pas toujours efficient, mais globalement sur le long terme, il l'est. Donc si le PER est bas depuis longtemps, à vous de creuser pour voir si le marché a vu quelque chose que vous n'avez pas vu, ou si c'est vous qui avez vu quelque chose que le marché n'a pas vu. C'est toujours la même question. Quoi qu'il en soit, au niveau d'un PER de 70, c'est énormissime. Oui, mais comme on l'a dit, si la croissance est phénoménale, comme d'habitude j'illustre, si jamais vous avez une croissance et que vous doublez votre argent tous les 2 ans, que vous doublez par exemple vos bénéfices nets, mettons que vous avez un PER de 70 et que l'année prochaine vous doublez vos bénéfices nets. Vous aurez donc un revenu net qui aura doublé et vous aurez toujours acheté à 1473 €. Donc si vous avez un bénéfice net qui double, vous avez un PER qui passe de 70 à 35. Puis si l'année d'après, ça double encore, vous passez d'un PER de 35 à 17. Évidemment, le marché le voit toujours, le valorisera toujours à 60, 70, 80, peu importe. Mais vous, sur votre rendement, vous étiez passé à un PER de 70, puis à 70 divisé par 2, donc 35, 35 divisé par 2, 17,5, etc., etc. Donc si vous avez une croissance phénoménale, alors évidemment là c'est bénéfice par action et dividende, mais si vous avez une croissance phénoménale et que ici même vous le payez cher, oui, mais quand ça monte très fortement, quand vous arrivez ici, bah forcément le PER, même s'il était cher là, vous avez bien fait de monter dans le train et de profiter de la hausse. Toute la question est-ce que ce PER-là vaut le coût de la croissance et est-ce que la croissance est tenable sur 1, le long terme et 2, surtout à cette vitesse? Ce sont les 2 questions que vous devez aller voir dans les rapports financiers, dans les présentations, dans les conférences calls pour voir si le marché est encore assez grand, si le management sait ce qu'il fait, si les capitaux sont employés, s'il y a beaucoup de concurrents, si le business model est fiable et stable, si les marges sont phénoménales et que c'est pas juste parce que c'est un nouvel acteur et qu'il profite d'une vague comme certains se lanceraient par exemple dans l'intelligence artificielle mais ils n'ont aucun avantage par rapport aux autres concurrents et ils profitent juste de la bulle et le jour où cette bulle éclatera, ils seront les premiers à déposer le bilan parce qu'ils n'ont absolument pas d'avantage concurrentiel par rapport aux concurrents et que ce seront aussi les premiers à souffrir. À chaque fois qu'il y a une bulle, il y a toujours des gens pour se lancer dedans et des sociétés pour gagner un peu d'argent sur le dos de cette bulle, mais souvent quand il n'y a pas de vraie stratégie derrière, ce sont aussi les premières sociétés à déposer le bilan. Adyen en fait-elle partie? Oui ou non? C'est à vous de voir, c'est à vous de vous poser les bonnes questions. Ici, on voit qu'Adyen publie les résultats financiers. Alors, c'est du second semestre 2023, la traduction est mauvaise. On va descendre. Le chiffre au H2 2023. Le volume traité s'élève à 544,1 milliards d'euros en hausse de 29% d'une année sur l'autre. Donc, croissance du chiffre d'affaires, enfin du volume traité, pas du chiffre d'affaires, du volume traité, donc au niveau des transactions, de 29%, ce qui est une très bonne chose, ce qui veut dire que pour l'instant, leur business fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'ils sont rentables, ça ne veut pas dire qu'ils dégagent de fortes marges, ça veut juste dire que pour l'instant, le marché, ils arrivent à s'engouffrer dedans et ils arrivent à croître dans ce marché. C'est un bon point.
De ces volumes, les volumes totaux, les points de vente s'élevaient à 92 milliards d'euros, soit une hausse de 37% d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires net s'élève à 887 millions d'euros, hausse de 23%. Oui, puisque forcément, dans les volumes traités, ils prennent une commission, c'est leur chiffre d'affaires à eux. Donc 887 millions, hausse de 23%. Évidemment, c'est un petit peu moins grand que le volume de transactions, mais ça reste une croissance tout à fait honorable. 23% d'une année sur l'autre, c'est très très bien. À savoir si c'est un coup de chance, comme par exemple quand on était tous confinés chez nous et que forcément les transactions sur Internet étaient beaucoup plus importantes, qu'il y a eu cette vague d'euphorie. Est-ce que là, cette année-là, c'était le cas? Est-ce qu'il y a eu des vents contraires? Est-ce qu'il y a eu le vent dans le dos? Bref, est-ce que ce 23% est répétable d'une année sur l'autre? Est-ce que ça peut continuer encore longtemps ou est-ce que c'était juste un coup de chance et que là, on va redescendre à une croissance de 10, 8, 2%. L'EBITDA s'est élevé à 423 millions d'euros, une hausse de 14%, ce qui est pas mal du tout aussi au niveau de la croissance par rapport à l'année précédente, avec une marge d'EBITDA à 48%, ce qui est une très bonne marge. 48% de marge, c'est très très bien. Évidemment, après, il y a toujours les impôts derrière, etc., à savoir dans quel pays se situe et comment est la fiscalité, mais globalement, 48% de marge, c'est très bien au niveau de l'EBITDA. Ce chiffre a été principalement influencé par la croissance de l'équipe, qui s'est tempéré à la fin de l'initiative d'investissement accéléré. Donc là, il nous explique en plus que pour eux, ça s'explique par la croissance de l'équipe. Et forcément, quand vous grandissez vos équipes, vous avez beaucoup plus de charges, donc ça impacte l'EBITDA. Le ratio de conversion flux de trésorerie disponible était de 93% et un CAPEX à 2% du chiffre d'affaires net. Très bien, le CAPEX à 2%, ce qui est pas mal du tout, puisque ça veut dire que vous n'avez pas besoin de beaucoup réinvestir pour maintenir. Maintenant, il y a le CAPEX de maintien de l'activité et il y a le CAPEX de croissance. Moi, ce qui me dérange avec le CAPEX à seulement 2%, juste en lisant ces lignes-là, c'est que la société n'a pas l'air de réinvestir beaucoup pour la croissance. Mais attention, encore une fois, il faut aller lire les rapports financiers et écouter les conference calls pour voir, puisque ce n'est pas un seul ratio qui valide absolument tout. On a vu tout à l'heure qu'il y avait eu par exemple du free cash flow qui avait fondu, on avait vu aussi que la trésorerie avait fondu, bref, il se peut qu'il y ait eu de l'argent qui se soit investi, le CAPEX tout seul ne veut rien dire, mais globalement c'est la première idée qui me vient à l'esprit quand je vois CAPEX de 2%, je me dis chouette pour le fait que le maintien de l'activité n'est absolument pas énorme, ce qui veut dire que tout l'argent peut être utilisé pour ailleurs, la croissance, le dividende, le rachat d'actions, peu importe, mais qu'il n'y faut pas énormément d'argent pour réussir à maintenir l'activité à flot. Donc l'année prochaine, avec seulement 2% de réinvestissement, l'année prochaine tournera et on est reparti. Mais j'aimerais savoir pour la croissance. Chiffre de l'année complète 2023. Le volume traité était de 970 milliards, en hausse de 26% sur l'année. Donc on voit bien que déjà le deuxième semestre est en général plus véloce que le premier, puisque si juste sur le premier on a 29% de croissance par rapport à l'année d'avant, et que là on a 26, on voit bien qu'il y a 3% qui sont perdus entre les deux. Ce n'est pas grave, il y a des saisonnalités, même dans tous les business, où il suffit qu'il y ait eu un problème au deuxième semestre 2022 et que ce semestre-là se soit bien passé, ça peut tout changer aussi. Bref, c'est juste un petit aparté. Au niveau du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires net s'élève à 1626 millions d'euros en hausse de 22%, donc très bien, comme on l'a dit tout à l'heure. EBITDA en hausse aussi de 2% par rapport à l'année précédente, donc effet à cause de la croissance de l'équipe. La marge d'EBITDA est de 46 sur l'ensemble de l'année contre 55 pour 2022, expliqué également pour la croissance de l'équipe. Allez voir si c'est la seule raison, puisque des fois les équipes de management disent que c'est parce que c'est la croissance de l'équipe, et quand on creuse un peu, on se rend compte que oui, effectivement, il y a eu la croissance de l'équipe, mais que ce n'était pas que ça non plus, qu'il y a eu d'autres problèmes et que le management, la direction ne veut pas en parler. Donc encore une fois, il faut aller creuser dans les documents appropriés. CAPEX représentait 4% du chiffre d'affaires net pour l'ensemble de l'année contre 7% pour 2022. Une très bonne chose également. Donc on voit que là, juste en quelques lignes, on se rend compte que la société grandit, qu'elle grandit bien et vite, qu'il y a des questions à se poser au niveau du CAPEX et au niveau de l'EBITDA, c'est une bonne nouvelle, puisque 46% c'est pas mal du tout, surtout quand on sait l'expliquer derrière avec l'accroissement des équipes, mais il faut les fouiller pour voir si la société se résume juste en quelques lignes comme ça, ou s'il y a d'autres choses cachées, ou si tout est absolument posé et clair, et que ça devient un bon dossier. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de creuser, j'ai hâte de faire une valorisation par DCF, j'ai hâte de voir un petit peu, d'aller creuser en profondeur, d'afficher les rapports annuels 2022. Je vais regarder aussi le rapport semestriel pour 2023 et j'attends avec impatience le rapport annuel 2023 pour voir si ça vaut le coup d'investir dans Adyen. Mais en attendant, ça a l'air d'être une excellente entreprise qui, ma foi, a l'air d'avoir une croissance relativement importante. Dans tous les cas, Adyen a piqué ma curiosité et j'ai hâte d'aller consulter tout ça.
J'espère que vous aussi. Dites-moi si vous voulez ce genre de société qui sort un petit peu, alors même si elle est relativement connue, mais qui sort un petit peu des GAFAM, des LVMH, etc. Si vous voulez plus dans des plus petites sociétés, peut-être un peu plus méconnues, même si les confirmés connaissent un petit peu Adyen, mais les débutants se focalisent souvent sur les têtes d'affiche. Donc dites-moi si ce genre de société vous convient, ce genre d'analyse, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!